Alors que le conflit s'était quelque peu intensifié après les attaques israélo-américaines menées contre l'Iran et la réponse militaire de Téhéran, une annonce de cessez-le-feu a donc été faite aujourd'hui, mardi 24 juin, par le président américain Donald Trump. Mais la confusion règne puisque les Israéliens ont poursuivi les bombardements dans la ville de Balozar, dans le nord de l'Iran, quelques minutes après l'annonce du cessez-le-feu. Ce conflit déclenché il y a 10 jours par un bombardement israélien sur des sites nucléaires iraniens va-t-il se poursuivre ? Le cessez-le-feu va-t-il finir par s'imposer ? Pour le savoir et pour en discuter avec nous, nous recevons aujourd'hui l'ambassadeur de l'Iran en France, Mohamed Amin Nejad. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Mizan TV, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur l'ambassadeur, le cessez-le-feu annoncé par Donald Trump va-t-il finalement entrer en vigueur ? Depuis le matin, comme vous avez bien le dire, il y a eu une nouvelle selon laquelle les deux parties auraient accepté de cesser l'hostilité. Nous avions eu un message de notre ministre des Affaires étrangères qui disait que si Israël arrête d'attaquer jusqu'à tel temps, donc l'Iran n'a pas l'intention de frapper, de répliquer. Mais malheureusement, il y a eu, soi-disant, le cabinet de la guerre, le cabinet de Netanyahou, et après, il y a eu des attaques sur l'Iran. Donc, les conditions qu'on avait acceptées, qu'on aurait acceptées auparavant, a été brisées, encore une fois, pour montrer que ce régime n'est pas un régime qui peut en avoir la confiance. Lui, il nous a attaqués le 13 juin, quand il n'y a pas eu de signe de conflit entre nous, quand il n'y a pas eu de signe d'animosité, si vous voulez, quelconque, mais quand on était prêt à 2 jours, ça veut dire le dimanche 15, un rendez-vous pour une négociation, 6e tour de négociation avec les États-Unis à Oman, il a commis une grande erreur en attaquant le sol iranien et le peuple iranien. Et cette armée, la plus morale du monde, a tué beaucoup et a détruit beaucoup. Et puis, à partir de ce moment-là, il n'a pas hésité de tuer le peuple iranien. Et jusqu'à ce jour, près de 1000 hommes et femmes, enfants, sont morts et plus de 3000 blessés, plus de 90% civils. Donc, c'est la nature de ce que l'Iran a subi dans cette épreuve, comme celle que les Palestiniens ont subi déjà depuis quelques décennies et tout récemment à la bande de Gaza. Donc pour vous, il n'y a pas de cessez-le-feu, enfin pour l'Iran finalement, étant donné que les conditions n'ont pas été respectées, comme vous le rappeliez, ça signifie que la position de l'Iran considère qu'il n'y a pas de cessez-le-feu et que donc la réponse militaire de Téhéran peut se poursuivre par rapport à cette attaque. C'est ce que vous dites. Ce que je dis, c'est que d'abord il y a eu une brise de cette entente, si vous voulez, si on ne parle pas de l'accord. Et puis maintenant, c'est à Téhéran, en Iran, en évaluation de la situation, et puis en analysant l'atmosphère et le climat où nous existons, que Téhéran va décider si vraiment il y a eu un cessez-le-feu, si on doit avoir un cessez-le-feu, ou si c'était, encore une fois, une piège, une tromperie pour
amener encore plus de vies mortes et des infrastructures détruites par l'armée israélienne. Quelles étaient les conditions de l'accord de cessez-le-feu, qui n'a pas été respecté, mais quelles étaient les conditions qui auraient dû être remplies? Est-ce que vous pouvez nous donner des détails, pardon? Non, à vrai dire, selon nos informations, il n'y a pas eu d'un accord, si vous voulez, conventionnel ou avec des cadres précis. Mais pour nous, dès le début, quand il y a eu l'agression israélienne, malgré toute la loi internationale, les réglementations internationales qui interdisent les pays à recourir à la force, nous avons annoncé que tant qu'il n'y a pas une frappe, une agression, on ne peut pas accepter d'arrêter. Et s'ils arrêtent d'agresser, à ce moment-là, on peut penser à un apaisement, peut-être à un retour à la table de négociation où on était déjà autour de la table de négociation. Et ce sont des États-Unis qui ont quitté la table et donné le feu vert à leurs alliés israéliens pour l'attaquer l'Iran. Si un accord officiel venait à voir le jour, un accord de cessez-le-feu, je parlais justement qu'il n'y avait pas eu encore d'accord formel. Si un accord formel est posé sur la table, est-ce que l'Iran est prête à poser dans le cadre de cet accord également un cessez-le-feu à Gaza et l'ouverture d'un corridor humanitaire? Car comme vous le rappeliez il y a quelques minutes, les bombardements se poursuivent à Gaza et la population palestinienne subit une famine effroyable. Donc est-ce que Téhéran serait prête, dans le cadre d'un prochain accord, à poser aussi parmi les conditions de cet accord un cessez-le-feu à Gaza? Nous regardons, en effet, en ce qui nous concerne, nous, tout en gardant à l'esprit notre solidarité morale au peuple palestinien sous le bombardement et la génocide à Gaza, dans la bande de Gaza, mais l'Iran est loin de cette partie du monde. Nous condamnons, bien sûr, nous prévenons la communauté internationale et nous appelons à ce que cette génocide, cette tuerie massive, cette bafouement des valeurs humaines s'arrête. Mais pour nous n'avions pas l'intention dans le passé de conditionner de ce que ce soit en ce qui concerne autre que notre territoire national, parce que la tuerie à Gaza et la génocide, il y a maintenant près de 2 ans. Mais il n'y a pas eu une guerre ou une agression iranienne contre Israël. Par contre, il y a eu des agressions, des frappes qui ont été répliquées par l'Iran et se sont arrêtées là. Maintenant, je ne sais pas personnellement qu'est-ce qui va arriver dans les jours et semaines qui viennent, et qu'est-ce qu'on va décider vraiment, je sais bien que le monde maintenant, l'opinion publique est plus que pessimiste sur une action, je dirais, juridique et humainement acceptable, juste, en ce qui concerne cette tuerie en territoire palestinien à la bande de Gaza. On dit que le droit international, pardon de vous interrompre, on dit souvent que le droit international est mort à Gaza, étant donné ce qui arrive. Donc est-ce que vous partagez ce constat-là, et finalement est-ce que le politique, tout repose finalement sur le politique à partir du moment où le droit n'est plus respecté? Vous avez tout à fait raison, c'est le sentiment
de la majorité des habitants de la planète, je dirais, parce que tout ce qui s'était passé à Gaza, c'était une tuerie sans discrimination. Les plus journalistes tués dans les conflits dans le temps limité, c'était à Gaza. Les plus hôpitaux et les centres médicaux qui ont été détruits, rasés, étaient à Gaza. Les plus centres d'éducation des universités étaient à Gaza. Les plus journalistes tués dans les conflits s'étaient produits à Gaza, et toutes les atrocités vraiment que l'homme a pu, comment dirais-je, consentir dans l'histoire, maintenant c'est à Gaza qui se produit. Mais il faut que la communauté internationale dise une fois, ça suffit. Ce sont des effets, seulement des effets concernant le Gaza, mais quand vous étendez un peu dans la région et le risque qu'ils ont créé en Syrie, au Liban, et les massacres, et les tueries, et les frappes illégales, et vous voyez une variété des actions contre la loi et contre même les principes humains se sont produits là-bas. Donc, il faut maintenant, ceux qui prétendent être garants de la paix et de la stabilité mondiale, il faut qu'ils agissent et puis mettre fin à ce phénomène indigne au monde actuel, au XXe siècle. Comment, pour revenir en Iran, comment la population iranienne a-t-elle vécu cette campagne d'attaque, de bombardement israélien, de violation de souveraineté iranienne par Israël, et quelle a été l'ampleur des dégâts? Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure de 1000 morts, je crois, et d'un nombre élevé de blessés, où le bilan est peut-être moins élevé. Non, ce sont des chiffres qu'ils ont annoncés entre 500 et 1000 morts, mais plus de 3000 blessés. Les Iraniens, par nature, par la culture, par l'histoire, ne sont pas agressifs. Ils ne sont pas agresseurs. Nous n'étions pas dans l'histoire connus comme un agresseur. Et comme si on voit les 200-300 dernières années, les Iraniens n'ont jamais attaqué, agressé un pays voisin ou autre. C'est pourquoi, et nous avons toujours évité d'ingérer dans les affaires intérieures des autres. Nous n'avions pas peur d'une agression quelconque parce que notre peuple n'avait pas une animosité à l'égard des autres. Il y a eu des prises de position normales, non seulement à l'époque de la République islamique, même avant. Les Iraniens considéraient que ce type de gouvernance dans ce parti du monde ne va pas arriver à avoir 2 États sur un territoire. C'est pourquoi maintenant, nous n'avons pas beaucoup d'abris en Iran. Ce n'est pas parce que nous ne pouvions pas construire, parce que le peuple était toujours un homme de paix, un homme d'entente, un homme de respect. Mais les Iraniens ont prouvé que quand il y a une atteinte à leur intégrité territoriale, à leur souveraineté nationale, à leur dignité, ils sont tous unis devant et derrière leur
forces armées pour contrer cette agression de la part de n'importe qui. Les années récentes, il y en a beaucoup d'exemples, mais l'épreuve d'aujourd'hui, c'est le même. Les Iraniens, maintenant, suivent leur vie normale. Il y en a ceux et celles qui ont quitté leur ville, même ont quitté peut-être le pays. Mais l'Iran n'est pas le pays qui prend sa population comme un bouclier humain et qui ne permet pas que le peuple soit à l'aise, rester chez eux ou aller dehors. Mais le gouvernement iranien ont essayé, par donnant l'accès gratuit aux stations de métro et toutes les installations qui pouvaient être utilisées comme abri pour les populations, ils ont ouvert tout. Mais même aujourd'hui, même hier et dans tous ces 12 jours, il y a eu les concerts dans les places ouvertes, à la grande place de Téhéran et dans les grandes villes. Donc, ils vivent normal. Et le gouvernement est là pour les accompagner dans tous leurs besoins. Beaucoup de services sont gratuits maintenant pour eux. Donc, il n'y a pas un changement de vie pour eux. Ils restent là pour défendre le pays, même si ça coûte pour leur chère vie et la chère vie de ses proches, ce qui a été le cas, vous voyez, dans les derniers jours avec tant d'hommes et de femmes et d'enfants tués, blessés. Le plus petit martyr parmi les Iraniens est un enfant de 2 mois. Que pense la communauté juive iranienne, la communauté juive d'Iran, de ce conflit? Est-ce que vous avez, est-ce qu'ils se sont exprimés là-dessus? Non, la communauté juive, sur la vie des communautés en Iran, il faut vraiment, ce n'est pas une prétention, mais c'est la réalité. En Iran, par exemple, les chrétiens sont parfois beaucoup plus respectés que nos co-citoyens, co-religions musulmans. Donc, il y a un grand respect à leur égard. S'agissant des Juifs, nous avons la deuxième communauté juive de la région, de l'ensemble de la région, hors d'Israël. Ça veut dire Israël, c'est la première et non la deuxième. Et la communauté juive en Iran a une place vraiment très respectée. Même récemment, leur chef religieux a appelé une résistance devant cette agression brutale israélienne. Ils ont tout accès à tout, aux institutions, ils ont leurs députés au Parlement, malgré que le nombre des Juifs ne sont pas en hauteur proportionnelle, si vous voulez, si vous comparez avec les musulmans. Mais nous avons réservé dans la Constitution une place pour eux d'être toujours présents dans les instances qui décident, qui font la décision sur la vie des Iraniens. Non, pour nous, les Juifs en Iran, aussi bien qu'en Israël, et ailleurs, nous n'avons aucunement animosité envers eux. Ils sont comme nous. Non, ma question, c'était de savoir, comment ils s'étaient positionnés. Quelle avait été la position de la communauté juive iranienne par rapport à ce conflit. Hein. La question, c'était pas de savoir comment les Juifs iraniens étaient traités, voilà. Ils sont toujours à côté des musulmans. Oui, bien sûr. Ils sont toujours à côté des musulmans. Ils vivent comme nous. Ils résistent comme nous. Et sûrement chez eux aussi, il y a
de ceux et de celles qui évitent de subir cette atrocité, cette violence, et se déplacent peut-être dans les villes proches, dans les lieux plus sûrs, mais non, ils sont toujours en Iran. Il n'y a pas d'exode, il n'y a pas de maltraitement ou mal respect à l'égard d'eux. C'est comme nous, il n'y a pas d'indifférence entre nous et les communautés religieuses en Iran. Monsieur l'ambassadeur, quelles sont les leçons militaires et politiques que votre pays a pu tirer de ce dernier épisode de bombardement, d'attaque sur son territoire? Est-ce que vous parliez un peu plus tôt du manque de confiance aujourd'hui de la parole américaine, de la parole de Washington, du président américain, des engagements israéliens également? Donc, est-ce qu'il y a d'autres leçons que votre pays a tirées justement de ce nouveau développement? Non, vraiment, c'était une épreuve très très importante pour nous. De telles épreuves ne surgit pas tout le temps, mais ça donne pour nous comme un pays qui veut vivre indépendant et qui veut vraiment être un défenseur des valeurs humaines. De telles épreuves sont d'une manière, malgré tous ces dégâts matériels, humains, tout ça, mais c'est une grande leçon à retirer pour qu'à l'avenir, notre grande nation ne soit pas abîmée par cette sauvagerie soudaine, illégale, condamnable vraiment. Donc, dans tous les aspects, que ce soit dans la défense du pays, le développement du pays, la reconstruction vraiment de notre unité nationale, le renforcement de l'esprit des Iraniens quand ils sont des combattants, patriotes, mais aussi sur les valeurs. Donc, il y a beaucoup de leçons et, comme d'habitude, on va essayer de tirer des leçons et de remédier tout ce qui était commenté comme vulnérabilité et tout ce qui peut garantir une vie assurée, humaine, un facteur stabilisateur, un facteur de la paix et de la moralité dans le monde où la moralité, surtout en ce qui concerne notre région, avec l'action et l'agissement d'un des soi-disant pays qui a eu pendant moins d'un an, moins de 10 ans, une attaque, une agression aux voisins, aux pays voisins, soit vraiment garantie pour nous, notre peuple. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Iran est isolé sur le plan politique ou diplomatique dans la région, et sur quels sont les alliés finalement de l'Iran? Est-ce que des alliés ont pu se manifester dans cette dernière crise? On a vu le Pakistan qui était monté un peu au charbon pour essayer un petit peu de réveiller la communauté musulmane, l'organisation de la coopération, l'organisation de la conférence islamique. Mais voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que vous avez le sentiment que l'Iran s'est retrouvé seul dans cette épreuve, ou est-ce que vous tenez à souligner que l'Iran a des alliés dans cette région? Non, à vrai dire, et dans cette agression, et dans toutes les agressions précédentes, et surtout au cours de la 8 années de guerre imposée à l'Iran avec Saddam Hussein, Irak, un des objectifs les plus malicieuses et les plus néfastes était
de semer les grains de l'animosité entre les pays de la région. Et c'est dans ce cadre-là que les intérêts des uns et des autres qui ne veulent pas notre développement, qui ne veulent pas l'épanouissement de nos peuples de la région soit réalisé vraiment. Cette agression, c'est la même chose. Et il y a eu l'intention d'amener les États-Unis en guerre vers l'Iran, contre l'Iran. Il y a eu des intentions d'approfondir, si vous voulez, des mal. Vous voulez dire des intentions des pays voisins, c'est ça que vous voulez dire? Oui, bien sûr. Des pays voisins de l'Iran? Oui, bien sûr. Vous pensez à qui, par exemple? Vous pensez à qui, par exemple? Non, oui, en général, nous, dans la région, nous n'avions pas vraiment une bonne opportunité pour nous unir autour des principes religieux. C'est bon, on est musulmans, on est comme l'un et l'autre, il y a beaucoup de communautés. Sur la culture, c'est la même chose, mais sur la vie collective, qu'il y ait un mécanisme de sécurité entre nous pour que les autres ne parviennent pas à créer des difficultés, des incompréhensions entre nous. Ça, c'était vraiment une manque dans notre région. L'Iran a signé un accord avec l'Arabie Saoudite, hein, on s'en souvient. C'était un accord historique avec la participation active de la Chine. Je crois que cet accord prévoyait de reprendre des accords de sécurité bilatéraux, si je me trompe pas. Donc finalement, pourquoi cette dynamique ne s'est pas poursuivie et quelles sont les raisons qui expliquent, vous disiez, que les pays musulmans n'ont pas réussi à créer une zone de sécurité commune. C'est quoi qui empêche? C'est quoi qui empêche ça? Non, nous avions un accord vraiment de sécurité avec l'Arabie Saoudite il y a, je pense, autour de 20 ans. La dernière était un établissement des relations diplomatiques où la Chine a joué comme un facilitateur, si vous voulez bien. Mais malheureusement, l'exemple avec l'Arabie Saoudite n'a pas pu continuer à cause de la même raison que je vous ai dit. Donc, je vous donne un exemple. Les États-Unis d'Amérique, comme un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, comme un signataire de la Charte des Nations Unies, comme un signataire et membre fondateur du traité de non-prolifération, qui normalement qui détiennent l'arme nucléaire, il doit être un des protecteurs des principes de tous ces instruments internationaux et d'éviter de violer ces instruments pour que les autres respectent plus que normal. Mais sur la base de la même apparatus, si vous voulez, juridique, et de ne pas recourir à la force pour résoudre les problèmes entre les pays, où il ne faut pas attaquer les installations nucléaires parce qu'il y a les grands dangers. C'est une prohibition. Seul, en 2 cas, Israël l'a fait. 1981, l'Irak. 2007, Syrie, Deir el-Zour. Mais ce pouvoir a attaqué les installations pacifiques iraniennes, membres
du traité de non-prolifération, non détenteur de l'arme nucléaire, dont les installations sont purement civiles, Donc sous l'inspection de l'agence. Donc l'Iran n'a pas l'arme nucléaire. Parce que les chancelleries occidentales qui ont essayé de justifier les bombardements israéliens qui ont été menés et américains qui ont été menés sur le sol de votre pays, les raisons qui sont avancées, c'est l'Iran va bientôt avoir l'arme nucléaire. Donc vous rappelez que votre pays n'a pas l'arme nucléaire, c'est ce que vous dites, hein? Ok, si vous me permettez, je finis mes propos en disant que les États-Unis nous ont attaqués brutalement, illégalement, illégitimement. Nous, selon la Charte des Nations Unies, nous avons le droit à se défendre. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ils ont des bases dans les régions. Sinon, il n'y a pas une capacité de les attaquer sur leur sol national. Donc, et ils savaient bien, parce que dans le passé aussi, quand ils ont fait martyr notre grand combattant de terrorisme dans la région de Qasem Soleimani, on l'a fait une réplique. Cette fois-ci, Qatar a été visé. Mais c'était un pays ami, un pays frère, à qui nous ne voulons pas vraiment porter une moindre atteinte. Et comme la base était loin des locaux d'habitation, donc on a, en tout cas à Téhéran, notre force armée, on choisit d'attaquer là, mais proportionnel, mesuré, et tout en considérant d'éviter tout effet collatéral, si vous voulez. Donc, vous voyez, ça déchaîne des réactions et ça, si vous voulez, entrave le processus de la construction de la confiance et d'amitié entre nous et nos frères de la région. Donc, voilà, ce sont des effets, quand il n'y avait pas l'attaque iranienne, américaine, l'attaque israélienne, non, on se sentait pas d'attaquer, dans le premier lieu des Américains, leur base militaire qui est située sur le territoire d'un pays ami et frère. Donc, Qatar, voilà. Pour le citer. Là, vous parlez de la dernière réponse militaire de l'Iran, hein, c'est ça? Oui, c'est voilà, ça. D'accord, donc c'est ça. Tout à fait, voilà. Maintenant, en ce qui concerne la bombe atomique de l'Iran, voilà, la question c'est les pays occidentaux ont essayé de justifier cette attaque en disant que l'Iran allait bientôt avoir l'arme atomique et que c'était une menace pour la région. Donc la première question c'est est-ce que l'Iran a l'arme nucléaire? Et si c'est pas le cas, est-ce que vous considérez que votre pays a le droit d'avoir cette arme nucléaire? Oui. En effet, si on étudie les prétentions et le besoin des prétextes pour invasion, agression, on voit qu'il y a 30 ans, l'Iran est sur le point d'acquérir l'arme atomique. Tout le monde sait maintenant que récemment, en 2012, il y a eu un premier ministre israélien, le même qui est là, qui a montré que la construction de l'arme atomique de l'Iran va réaliser dans les mois, mais les semaines qui viennent. 90% est complet. Maintenant, il reste 10%, quelques mois ou quelques semaines même. Le même jeu qu'il avait joué s'agissant de l'Irak
de Saddam Hussein. Il a encouragé, il l'a menti maintes fois, y compris dans le Congrès américain, pour dire que l'Irak a des armes de destruction massive. Et c'est comme ça qu'ils ont amené les États-Unis à attaquer l'Irak, qui a coûté à plus d'1 million d'hommes et de femmes, des enfants irakiens, la vie d'1 million, et de tellement de dépenses militaires et une déstabilisation qui dure maintenant 20 ans. Plus de 20 ans. Donc c'est une excuse. Vous dites que c'est un prétexte, mais est-ce que un prétexte, ça veut dire que effectivement l'Iran n'a pas d'armes nucléaires, donc c'est un mensonge qui est utilisé comme. Non, c'est ce que vous dites. Hein. C'est ce que vous dites. Hein. Pour nous, l'arme nucléaire n'a aucune place dans notre stratégie défensive. Nous n'avons pas une armée offensive, mais nous avons une armée défensive. Et c'est une arme de dissuasion. Vous savez bien que c'est une arme de dissuasion. L'arme nucléaire, c'est pas une arme qu'on utilise. C'est une arme pour se protéger, pour ne pas être attaqué. C'est une arme de dissuasion. C'est pas une arme. Sinon, je veux dire, ça entraîne l'autodestruction du pays qui l'utilise. Donc c'est. Nous n'avons pas décidé. C'est pourquoi nous avons mis toutes nos installations nucléaires dans le cadre des installations pacifiques sous l'auspice et l'inspection des Nations Unies, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, premièrement. Deuxièmement, nous avons un fatwa de notre guide suprême qui prohibite l'acquisition l'utilisation de l'arme nucléaire. Devant toutes ces allégations, nous n'avions que de faire transparent autant que possible nos activités. Et puis, nous considérions toujours que on ne peut pas juger un pays sur les intentions, surtout dans notre région, où il y a un élément qui cherche à créer des prétextes, pas à trouver, à créer des prétextes. Donc l'Iran n'avait jamais pensé à l'efficacité et l'utilité d'une arme nucléaire. Par contre, l'Iran était un des vraiment précurseurs d'une moyenne hors de l'arme nucléaire. Mais malheureusement, la partie en face a des armes nucléaires, des centaines peut-être, n'est pas le membre de traité de non-prolifération, qui est un traité international principal en la matière, et puis qui a menacé maintes fois l'Iran d'éradiquer l'Iran sur la terre. Et puis donc, voilà, c'est le contexte que nous ne pouvons pas vraiment considérer utile d'avoir l'arme nucléaire. Donc cette position, elle pourrait évoluer étant donné le niveau de si l'Iran était la cible de prochaines attaques, si la sécurité de l'Iran était menacée. Est-ce que cette position pourrait évoluer? Et est-ce que derrière cette question, c'est la question que je vous posais tout à l'heure, est-ce que vous considérez que l'Iran a le droit, ça c'est une question importante, hein, je dis, même si l'Iran ne l'a pas, est-ce que l'Iran a le droit, selon vous, de posséder l'arme nucléaire? Pour nous, jusqu'à ce moment-là, une hypothèse quelconque peut-être été parlée, pas directement dans les milieux politiques, tout ça, mais dans l'État iranien, ce n'était pas le cas, parce qu'on considérait que
la Convention et les instances internationales et les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est le garant de la paix et de la stabilité, joue son rôle efficace pour que nul pays ait besoin de se protéger par l'arme nucléaire. C'était pourquoi nous n'avons pas choisi le jeu de cache-cache, par contre, le jeu de transparence. Et je vous dis, à 2015, 2013 à peu près, quand il y a eu une répétition de ces accusations, nous avons accepté d'augmenter notre coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et puis de parler avec ceux qui se prétendaient être inquiets sur les activités nucléaires iraniennes. Pendant 2 ans de négociations et de coopération étroite, transparente avec l'agence, on est arrivé à un point que l'agence a approuvé la non-déviation des activités iraniennes, la nature civile de ces activités, et elle a blanchi toutes ces accusations de passé, des dimensions supposées, prétendues militaires. Et nous avons conclu un accord avec les Européens, les États-Unis, la Chine et la Russie. Cet accord a été entériné par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avions une coopération et nous avions une volonté très forte pour aboutir à cet accord, aboutir les objectifs de ces accords qui étaient une transparence totale des activités iraniennes qui étaient et qui restent toujours pacifiques et une levée de sanctions qui visait les Iraniens très lourdement dans tous les aspects, y compris la santé et les autres. Vous dites que vous avez joué le jeu, votre pays a joué le jeu, c'est ce que vous dites, et que finalement les instances internationales, la UIA et les partenaires politiques que vous avez cités, l'Europe, la Chine, la Russie et d'autres pays et les États-Unis, n'ont pas respecté leur position. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Un pays n'a pas respecté. C'est-à-dire la levée des sanctions. Vous disiez que c'était très difficile, malgré que c'était vraiment très difficile, malgré nous avions satisfait nos engagements, mais nous ne pouvions pas profiter de l'allègement des sanctions, mais c'était bon parce qu'on pouvait avancer et puis petit à petit de renforcer les mécanismes de commerce, des coopérations techniques, industrielles, tout ça. Mais pendant 3 ans... La position d'Iran a-t-elle changé aujourd'hui? Parce qu'on a entendu beaucoup de critiques par des hauts militaires ou la classe politique iranienne vis-à-vis de la EIA dans le cadre de cette attaque. Est-ce que la position d'Iran aujourd'hui a changé? Est-ce que l'Iran ne fait plus confiance à la UIA et refuse de retourner à la table des négociations? Et j'ai quand même j'attends vraiment une réponse de votre part, monsieur l'ambassadeur, sur cette question qui est quand même importante. Est-ce que vous considérez que l'Iran, si elle le souhaite, a le droit d'avoir l'arme nucléaire pour assurer sa sécurité? Est-ce que c'est une position importante? Vous avez évoqué deux choses. Premièrement, l'agence. En effet, c'est l'agence de l'énergie atomique qui a eu un rôle en pavant la voie pour Israël, pour commettre cette attaque. Parce qu'on était dans une coopération très étroite avec l'agence.
Ces caméras étaient présentes sur nos sites. Ces inspecteurs étaient présents sur le site. Ils ont commencé depuis le novembre dernier les pays européens, avec l'appui des États-Unis et avec le consentement de l'agence, de donner des déclarations, de demander un rapport de directeur général qui a abouti à une décision dans la récente réunion de l'agence et une résolution pour demandant plus de coopération avec l'Iran, ce qui était normal. Dans le passé aussi, nous avions de telles procédures, mais par la coopération, on a surpassé toutes les barrières et puis on a continué. Mais cette fois-ci, cet agissement de l'agence, qui était plutôt politique que technique, qui doit être technique, parce que l'agence est une instance technique. C'est le conseil de gouverneurs de l'agence qui sont composés des pays avec les tendances, les lignes politiques. Mais l'agence a fait un travail tout à fait politique. Et l'exemple, la preuve, c'est que 3 jours après l'attaque israélienne, moins d'une semaine avec l'approbation de ce rapport et de cette résolution, le directeur général a avoué en interview avec CNN que que l'agence n'a pas trouvé des preuves concrètes que l'Iran travaille sur l'arme nucléaire. Mais c'était très tard. Comment dirais-je, le travail avait déjà été là. Maintenant, quel regard sur l'agence en Iran? Sûrement, il y aura une nouvelle vision. Il y aura une nouvelle, si vous voulez, comportement, un nouvel comportement. Avec quel ligne principale, je ne sais pas vraiment, mais on ne peut pas oublier une telle agression, une telle violation du droit international ne pouvait pas se produire qu'avec l'un des éléments, l'agissement politique et non technique de l'agence. Sur le deuxième aspect, l'arme nucléaire. Nous, jusqu'à ce moment-là, nous sommes un pays responsable, avec un peuple qui n'est pas un peuple de guerre ou d'agression, qui n'est pas un peuple de déstabilisation et déstabilisateur. Nous ne voulons pas qu'une concurrence à l'acquisition de l'arme nucléaire soit quelque chose normal sur la scène internationale. On sait bien les dangers qui existent là. Nous, ayant une civilisation millénaire, une histoire millénaire, nous ne voulons pas que le monde devienne un jungle où celui qui a beaucoup de pouvoir a, en tout cas, une voix plus haute. Non, ce n'est pas le cas. Maintenant, dans ce contexte-là, bien sûr, on va essayer de consolider notre pouvoir défensif, conventionnel, sûrement, et sur l'arme nucléaire, jusqu'à ce moment-là, nous n'avons pas l'intention, nous n'avons aucune intention et décision là-dessus. Par contre, nous pensons que notre peuple, maintenant 90 millions, c'est la vraie bombe atomique iranienne. C'est le peuple qui est soudé maintenant plus que n'importe quel moment, unanime,
unis devant l'agression et pour le rejet du danger qui maintenant affecte notre grand pays et notre grande culture. Je pense que si tout le monde pense comme ça, et si on fait en sorte que le pays comme Israël cède cette arme qui lui donne une garantie supplémentaire au-delà de tous les soutiens qu'ils reçoivent des États-Unis et des autres pays et des autres milieux qu'on connaît très bien à l'Occident, une région, une partie du monde sur le Méditerranée avec des peuples, avec des cultures différentes, peuvent vivre, coexistent, se développent sans avoir peur de n'importe quelle sorte que ce soit, et un bonheur partagé parmi tous les pays, de nous, dans la région, nous tirerons de meilleurs profits, sûrement l'Europe comme un voisin, l'Afrique la même. Donc c'est une nécessité maintenant de désarmer le régime sioniste des armes nucléaires qui lui donnent une confiance arrogante, vraiment. Malgré le cessez-le-feu, monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'Iran, enfin, un cessez-le-feu qui est fragile, hein, comme on l'a vu, est-ce que l'Iran va fermer le détroit d'Ormuz, hein, qui est cette route maritime essentielle au commerce international, comme forme de représailles, toujours dans cet épisode? Est-ce que la décision a été prise, ou est-ce que finalement l'annonce du président Trump de ce cessez-le-feu, même s'il est fragile, finalement rend inutile cette décision? L'auto-3, pour vous dire simplement, l'auto-3 d'Ormuz n'est pas un territoire iranien ou une partie du territoire iranien. C'est un endroit de passage de milliers de navires d'énergie qui passent. Et l'Iran a montré pendant toute l'histoire, mais la République islamique, pendant près de 50 ans, étant un levier de stabilisation dans la région, pas de déstabilisation. Donc, tout en gardant notre droit à nous défendre légitimement, nous avons veillé à ce que la vie économique, la voie économique, les intérêts économiques du monde et surtout nos voisins ne soient pas affectés par les actions de quelle sorte que ce soit. L'Iran n'avait jamais une action d'aventurisme. L'histoire est là. Les pires moments, l'Iran était un membre responsable de la communauté internationale. C'est tout ce que je peux vous dire, que nous n'avons pas intention vraiment de perturber l'économie mondiale, où nous avons tous des intérêts, mais malheureusement où des pays comme Israël, comme des États-Unis ne pensent qu'à leur propre intérêt, mais intérêt peut-être en court terme, mais des intérêts de moyen et de long terme. Vous êtes, monsieur l'ambassadeur, vous êtes l'ambassadeur de l'Iran en France. Comment votre pays juge la position diplomatique de la France dans tous ces derniers événements? Une position qui a pu changer d'ailleurs. Hein. Oui, bien sûr. Non, je vous parle sous la forme d'une généralité. Maintenant, bon, chacun peut trouver la logique d'un pays spécifique ou pas. Nous, en Iran, nous considérons
que l'Israël, par les erreurs, par les actions qui n'étaient pas liées à nous comme les peuples du Moyen-Orient ou comme les musulmans, est devenu malheureusement comme un enfant, vous dites en français, gâté, que tout est supporté, tout est toléré. Sinon, s'ils ont attaqué, un tout petit exemple, quand Israël a attaqué notre consulat en Syrie, s'il y a eu une réponse, même orale, une réaction, en condamnant une telle attaque, quand il y a eu les attaques sur nos installations nucléaires pacifiques par Israël en 2021, s'il y a eu une réponse catégorique, une prise d'opposition, une condamnation, et vous avez beaucoup d'exemples et beaucoup de cas que la communauté internationale, soi-disant, a toléré les exactions du comportement d'Israël. Et sur la France, la position française, c'est cette position. Oui, mais ça vient, je crois que ça vient dans le même, parce qu'il faut, vous voyez, Israël. La relation irano-française. Israël a attaqué l'Iran. Bon, on attendait que les pays, surtout les pays qui sont vraiment des garants du paix et de la sécurité internationale, prennent la position de condamnation parce que c'était une violation de toute la loi internationale, de toutes les conventions en la matière. Si les États-Unis attaquent l'Iran, les installations sous l'auspice et sous l'inspection de l'Agence de l'énergie atomique, la plus normale attente est de voir que les pays condamnent cette action sauvage militaire, disant que, par exemple, ce n'est pas dans le cadre de la juridiction mondiale, c'est bon, très bien même, mais il faut qu'on évite la répétition dans le passé. Aujourd'hui, c'est l'Iran qui est attaqué par Israël. Demain, quel pays de la région aura en tout cas la capacité d'être visé par les Israéliens, par les attaques israéliennes? Si on avait déjà fait le nécessaire dans le passé, donc nous pouvions ne pas avoir les cas comme la Libye, le cas comme le Liban, le cas comme la Syrie, et aujourd'hui l'Iran. Et demain, quel pays? Donc, nous, en ce qui concerne les relations bilatérales, nous, dans le cadre de notre... Qu'est-ce que vous attendez de la France? Est-ce que vous attendez quelque chose de la France? Oui, mais c'est normal. Tout ce que je vous ai dit, c'est une attente que nous avons à l'égard de n'importe quel pays. Et puis, avec le pays que nous sommes entretenus des relations sur le principe, dans le cadre des principes de respect mutuel et des intérêts communs, nous ne entendons pas beaucoup. Nous ne voulons pas, nous savons les points forts, les points faibles de nos partenaires, comme nous avons nous-mêmes aussi ces points de fort et de vulnérabilité, de faiblesse. Mais tout ce qu'on peut attendre, c'est que nous, on est le voisin de l'Europe.
Le Moyen-Orient, c'est le voisin de l'Europe. Il faut qu'il y ait un ordre. Il faut qu'il y ait une atmosphère de paix et de tolérance et de la coopération. Et si vraiment c'est un point commun entre nous, nous devons assumer l'un et l'autre, essayer de consolider la paix, stabilité, l'amitié, la coexistence dans la région. C'est tout ce que je peux vous dire sur nos attentes. Pour finir cet entretien, monsieur l'ambassadeur, une dernière question tout de même sur les tensions interconfessionnelles entre sunnites et chiites dans la région, au Moyen-Orient, tensions qui alimentent souvent certains conflits. On entend souvent pareillement certaines affirmations et ça me permet de vous fournir ça me donne l'occasion de vous poser cette question de but en blanc. Est-ce que l'Iran chiite est une menace pour le monde sunnite? Puisque c'est certaines choses que on n'entend pas forcément exprimer de manière aussi brute, mais voilà, c'est cette idée qu'il y a dans les esprits. Donc c'est une manière pour vous pour votre pays justement de répondre à ce type d'accusation. En effet, nous ne voyons pas une grande différence entre nous et notre frère et sœur chiites, sunnites. Nous sommes des éléments d'une grande communauté qui est communauté musulmane, l'Umma islamique. Et en communalité, vraiment, nous n'avons pas grand-chose à nous reprocher ou à nous sentir comme une manque. Il n'y a pas de raison. Dans la logique des Iraniens, il n'y a pas aucune raison pour aucune différence de principe ou d'animosité entre nous. Par contre, il y a des liens très très solides entre nous et le monde sunnite. Quand vous regardez nos relations, par exemple, avec les musulmans en Malaisie, qui sont sunnites, en Indonésie, qui sont sunnites, en Afrique, beaucoup qui sont sunnites. Même avec les Palestiniens, les liens moraux qui existent entre nous. Parfois, dans le passé, même présent, nous n'avons pas la même vision, le même sentiment, la même politique. Mais nous, quel avantage nous pouvons nous sentir à l'égard de nos frères et sœurs sunnites. Mais dans la région, c'est une politique restée depuis l'ère coloniale. Ils ont essayé de nous diviser pour nous régner ou pour régner sur nous et de profiter leurs propres intérêts comment dirais-je, au prix de notre vraiment de malheur ou notre souffrance dans tous les domaines. Donc, celui qui connaît l'histoire de notre région, celui qui a une science, qui a lu des livres sur les agents coloniaux dans notre région, sait bien qu'il y a une intention de nous diviser. Nous, non seulement nous ne sommes pas la menace à l'égard de nos frères et sœurs, par contre, et nous avons besoin de leurs amitiés, de leur sympathie, et nous sommes là pour montrer notre respect, notre amour et notre sympathie à leur envers, comme je vous avais dit,
on est loin de l'Afrique, mais il y a de meilleures relations avec le monde sunnite en Afrique. Les chiites, partout, regardons le Liban. Quel est le rôle des chiites au Liban? Ce n'est pas un garant de la stabilité, de l'intégrité territoriale et du respect et d'une entente maximale entre les différentes groupes religieux au Liban. Il y a eu Qu'est-ce que vous répondez, pardon, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que vous répondez ce sera vraiment la toute fin de la question, on reste dans la même question. Qu'est-ce que vous répondez aux opinions publiques sunnites qui souvent ont reproché à l'Iran d'être intervenu en Syrie? Donc vous parlez justement on parlait des tensions qu'il y avait pu y avoir, qui sont intervenus en Syrie pour soutenir le régime de Bachar al-Assad, qui était l'ancien régime, dans un contexte de guerre, hein, c'était un contexte de guerre, mais on retrouve souvent ça, on retrouve souvent cette critique. Alors pour crever un peu l'abcès de cette question fondamentale, qu'est-ce que vous répondez à ces opinions publiques sunnites qui reprochent à l'Iran justement cet interventionnisme en Syrie? Vous savez bien que nos relations avec la Syrie remontent au temps de père Assad, Hafez Assad, dans le moment très difficile où l'Iran était dans une guerre illégale et très dévastatrice, et où Hafez Assad, le président de la Syrie, soutenait moralement l'Iran. Mais nous n'avions pas ni une coopération politique, ni économique, ni sécuritaire avec le gouvernement de Hafez Assad. Donc, une relation normale, comme nous avions toujours avec les autres dans la région. Avec M. Bachar al-Assad, c'était une continuation. Et nous, quand on est entré en Syrie, c'était barrer la route pour les éléments soi-disant extrémistes islamistes qui œuvraient et contre l'humanité et contre les musulmans, dont le renforcement pouvait atteindre à notre propre sécurité en Iran, comme si c'était le cas en Irak, quand il y a eu les éléments de ISIS qui descendaient ils étaient sur la porte de capitale Bagdad. Et s'ils réussissaient de vraiment prendre contrôle sur Bagdad, personne ne pouvait savoir qu'est-ce qui va devenir la communauté chrétienne, la communauté sunnite ou chiite. Parce que quand ils étaient au nord de l'Irak, ils avaient tellement d'atrocités à l'égard de toutes ces communautés. Donc, on était entré pour aider à une éradication de cette fléau en Syrie. Nous, l'Iran n'était pas là entre le peuple et le gouvernement syrien. Nous, on était là pour aider plus, avec nos moyens très modestes, à aider le gouvernement, à aider le peuple avec la fabrication de centrales d'électricité, avec la fabrication des voitures dans la mesure du possible, comme je vous ai dit. Mais nous, pourquoi nous devons être accusés si c'était le cas? Quel avantage nous avions eu en Syrie? Vraiment, quel acquis
nous avons eu dans la tête pour prendre comme un avantage, un privilège du gouvernement syrien de Bachar Assad. Dans le cadre de l'axe de la résistance, qu'on appelle l'axe de la résistance, c'est-à-dire voilà ce triangle et dont la Syrie de l'ancien régime faisait partie. Donc voilà, on pourrait pour répondre un peu à la question que vous venez de poser. Non, même si on parle de la Syrie comme un des triangles résistance, Syrie, le gouvernement syrien de Bachar Assad avait un comportement de notre point de vue respectable dans le contexte national syrien, pas au profit de l'un et de l'autre, ni l'Iran, ni Hezbollah par exemple. Le gouvernement syrien était, vous voyez, parfois comme observateur, mais c'était la politique nationale syrienne. Il n'y a pas eu de dérive pour vous de l'ancien régime dans le cadre de la guerre. Alors je ne parle pas contre les factions type Daesh ou ce genre de groupe islamiste. Hein. Je parle sur la population civile. Pour vous, il n'y a pas eu de dérive de la part de ce régime, de l'ancien régime. Même si on voit quelques déviations, quelques dérives. Nous ne sommes pas là pour intervenir dans les affaires intérieures d'un pays. Mais à l'époque même, nous nous sommes prononcés. Le président de la République de l'époque, il s'est prononcé. Il a même demandé d'une accalmie, d'une tolérance plus que normale avec le peuple syrien. Parce que nous n'étions pas là, nous n'avions pas une ennemie comme le peuple syrien. Et on n'était pas dans un pays ennemi. On était là dans un pays ami, un peuple ami. Et on n'était pas content que les tensions entre le gouvernement et le peuple soient tellement détériorées pour vraiment donner comme le résultat l'écoulement du sang, si vous voulez. Non, on n'était pas content du tout. Mais nous ne pouvions pas, même nous ne pouvions pas attendre une prise d'opposition du gouvernement syrien en notre faveur dans une question, si vous voulez, irano-arabique, si vous voulez. Non. Le gouvernement de Syrie, de Bachar Assad prenait la position, même sur les sujets qui n'étaient pas favorables à nous, dans le cadre de ces politiques nationales. Merci Mohamed Ahmadinejad. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'ambassadeur de l'Iran en France et qu'il était important de connaître la position de votre pays dans ce contexte de crise régionale qui ne semble hélas pas près de se terminer. Comme toujours, je remercie tous nos auditeurs pour leur fidélité. Je les invite à soutenir le travail de notre rédaction. Pour cela, il vous suffit de vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo, à la commenter et à cocher la petite cloche de notification. Merci à tous et à très bientôt sur Mizan TV.